Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Réseau.tech. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, on se retrouve toutes les semaines. Un nouveau sujet aujourd'hui, on va aborder le sujet de la protection sociale pour les solopreneurs. En fait, beaucoup de questions durant les témoignages de freelance, mais aussi quand on parle des craintes de s'installer freelance. Tout cela tourne souvent autour de la protection sociale. Alors, on va dire déjà, qu'est-ce que c'est la protection sociale? On va parler globalement mutuelle, prévoyance, maladie, décès. Oui, je sais, on n'est pas sur des sujets très très gais aujourd'hui. Mais c'est important de prévoir pour protéger vos proches et pour vous protéger également vous-même en cas de coup dur. On va parler donc protection sociale, optimisation patrimoniale. On va se focaliser sur les solopreneurs, donc les freelances au sens large. Et on a un agent général d'Axa Prévoyance, Pierre de Vatrigan, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous parce que voilà, moi je peux vous en parler, mais il vaut mieux avoir les conseils d'un expert, de quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner les solopreneurs. Et tu es indépendant toi-même d'ailleurs, Pierre. Tout à fait. Tu peux te présenter un peu à nos participants? Eh bien, très volontiers. Merci déjà Anouk et puis Rémi de m'avoir invité aujourd'hui et je suis ravi d'être avec vous. Et je suis comme vous, donc je suis chef d'entreprise. Donc on parle vraiment d'égal à égal. Et donc on va essayer de faire en sorte que tout ce qu'on se raconte aujourd'hui vous rejoigne directement. Donc je suis agent AXA Prévoyance et Patrimoine. Je suis basé à Toulouse. Après, je travaille aussi avec des clients qui sont en dehors de Toulouse. Et j'exerce ce métier avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt depuis maintenant 9 ans et je suis très heureux du coup d'être avec vous pour vous transmettre un certain nombre de choses et de messages aujourd'hui. Merci beaucoup. Je précise pour tout le monde que dans la conversation, vous pouvez poser vos questions en live. Vous avez Rémi que vous ne voyez pas, mais qui est toujours là, qui va pouvoir les lire et nous interrompre. Donc, vous pouvez parler de votre cas particulier et nous donner beaucoup plus de détails si vous avez vraiment une question précise que vous vous posez actuellement. Allons-y, on est parti pour la première slide. C'est parti, Rémi. La première question, bah justement, on va parler, on avait dit que ça serait pas gai, hein, c'est si demain je ne suis plus là, que se passe-t-il pour mes proches? Je me suis lancée indépendant. Quand j'étais salariée, bon, je savais que j'avais des aides, qu'il y avait peut-être des rentes qui étaient proposées à mes enfants, des choses comme ça. Aujourd'hui, je suis solopreneur, j'ai ma propre entreprise. Que se passe-t-il pour mon entreprise? Que se passe-t-il pour mon compagnon ou ma compagne, mes enfants, s'il m'arrive quelque chose? Oui, alors tu l'as dit à nous qu'effectivement le sujet n'est pas extrêmement glamour, mais pour autant c'est important d'en parler et on va parler de choses graves, mais on le fait et c'est l'heure du café. Donc soyez bien installés et encore une fois, le propos n'est pas de se faire peur, mais plutôt d'aborder les choses de manière préventive et c'est d'ailleurs le sens de la prévoyance, car derrière cette slide-là, effectivement, on va parler de la prévoyance. La prévoyance, donc pour rappel, c'est le sujet du décès, de l'arrêt de travail et de l'invalidité. Là, ce qu'on est simplement en train de mettre en évidence, c'est que le décès, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Bien sûr, on souhaite que ce soit le plus tardif possible, mais dans l'approche et dans le bilan social et patrimonial que je réalise avec les personnes que je rencontre, eh bien, je démarre par ça, en posant la question, en disant, ben voilà, si jamais demain vous mourrez, ben voilà, quels sont le montant de la succession, quel est l'impact par rapport à votre situation de famille, qui sont vos héritiers, qu'est-ce que vous avez fait. Donc là, il y a des considérations et civiles et aussi de prévoyance. Et donc, c'est important de se poser la question au niveau personnel, d'accord? En se posant la question pour vous qui êtes derrière l'écran, je suis chef d'entreprise, qu'est-ce qui se passe si jamais je meurs? Mais aussi à l'inverse, vous êtes peut-être marié, pacsé, etc. De se dire, si jamais mon conjoint disparaît, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour mes enfants? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est vous êtes des freelances, mais un jour, et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez aussi développer votre entreprise, vous vous associerez. Et si vous partagez eh bien, votre capital avec d'autres associés, il faudra aussi se poser ces questions en se disant, ben voilà, si mon associé avec lequel je partage mon expérience meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est les considérations de pacte d'associés, etc. Et puis, autre point, et ça viendra aussi peut-être plus sûrement et plus rapidement, c'est si demain vous vous structurez, c'est-à-dire que vous embauchez des salariés. Et là aussi, on revient à ce point-là, hein, c'est que la valeur d'une société, c'est d'abord ces hommes et ces femmes qui la constituent. Et donc, vous, en tant que chef d'entreprise, eh bien, il faut se poser aussi cette question. Si demain, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour la pérennité de mon activité? Donc, autant dire qu'il y a à chacun de ces sujets des réponses qui sont bien précises et millimétrées pour chacun des cas.
Moi, personnellement, je prends mon cas personnel, je pensais à tort quand j'ai créé, Réseau.tech et que j'étais au début toute seule, que j'avais plus de prévoyance et que s'il m'arrivait quelque chose, ce que j'avais en tant que salarié, je ne l'avais plus et tu m'as dit d'ailleurs que par contre ça existait. On peut avoir des Alors, prévoyances c'est pour un les point qui est solopreneurs? extrêmement important. Je rencontre, et particulièrement là depuis le Covid, beaucoup de chefs d'entreprise, qui se montent, Mmh. qui se montent en freelance, qui se montent en partage salarial et cetera. Et donc, ben voilà, vous avez quitté Airbus, vous avez quitté Thales, vous avez quitté une entreprise. Peut-être l'avez-vous fait dans le cas d'une rupture conventionnelle, auquel cas vous percevez des indemnités, au travers de Pôle emploi. Mais après, on va se dire, ben, on prend un raccourci, pas de salaire, hein, c'est le pas de bras, pas de chocolat, pas de salaire, pas de protection sociale. Eh bien, la réponse c'est non. Vous pouvez, et c'est très important, entendez-le bien, ce n'est pas parce que vous prenez pas de rémunération ou alors que vous prenez simplement des dividendes, vous pouvez en tout cas, souscrire une prévoyance et bien sûr aussi une mutuelle pour couvrir vos besoins immédiats. Mmh. Je prends un cas très concret, mon mari quand il a créé sa société il y a 10 ans, 1 an après, il s'est retrouvé avec des ligaments, sectionnés, à ne plus pouvoir travailler pendant quelques mois et heureusement, il avait une prévoyance qui a pris le relais sur une partie de son salaire pendant près de 6 mois. Bien sûr, oui, Donc tout à fait, l'entreprise n'a pas été en danger, l'activité a pu continuer, l'entreprise n'a pas fermé et il a du coup pu financer, des solutions différentes pour que l'entreprise puisse reprendre absolument. tourner. Très bien, bah, sujet suivant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, une question. Alors, je paye une assurance, habitation, je paye une assurance, voiture, je paye une assurance de mon téléphone portable dans mon cas et ma famille dans tout ça, est-ce qu'elle est bien assurée déjà si j'ai ces 2 assurances-là? C'est un sujet que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Là, je veux parler du sujet des accidents de la vie. Quand je suis en rendez-vous, alors je suis assez mauvais en dessin, mais je dessine 3 choses et imaginez que je vous le fasse à vous, qui nous écoutez. Vous prenez sur une feuille et vous dessinez une maison, une voiture et votre vie de famille. Et si je vous interroge en vous disant, beh, au fond des 3, que voilà, à quoi tenez-vous le plus? Et assez régulièrement, la réponse est la vie de famille. Et vous voyez qu'en France, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que vous assurez votre voiture et vous assurez votre maison. Pourquoi? Parce que c'est un caractère obligatoire. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de rouler avec une voiture qui n'est pas assurée. Et votre famille dans tout ça? Eh bien, on est simplement en train de dire que parfois, ce à quoi on tient le plus, on ne le couvre pas. Et je pense que c'est aussi un point, une réflexion à mener là-dessus. Quels sont les accidents de la vie et qu'est-ce que couvrent les garanties d'accidents de la vie? Ça donne des capitaux d'essai ou ça donne des aides en cas de difficulté? Absolument. Alors, un accident de la vie, encore une fois, c'est un accident physique, d'accord? Donc, c'est à différencier d'une maladie, mais ça peut donner lieu effectivement à un décès, ça peut donner lieu aussi après à une invalidité. Et donc, au travers de ces contrats, eh bien, vous pouvez percevoir des capitaux qui vont, de manière indemnitaire, eh bien, vous indemniser en fonction de tous les préjudices qui ont été subis, heu, suite à cet accident. D'accord, donc si par exemple, et c'est arrivé, hein, je connais quelqu'un, il est tombé en arrière, durant un repas et il est tombé sur le coude et du coup, bah, voilà, il s'est complètement Ouais. démonté le coude, il a été en incapacité pendant longtemps. Est-ce que si on a une incapacité permanente, ça peut être pris en compte par la garantie et on peut avoir Alors, des aides de vie? exactement, la réponse est oui, c'est bien le caractère permanent, hein, qui est Mmh. le point important. Donc ça n'a pas un caractère provisoire, mais bien permanent et définitif, hein. Par exemple, si je me sectionne le doigt, bah, effectivement, le doigt ne va pas revenir. Donc dès lors que ça a un caractère permanent, hein, Mmh. et sur des seuils d'invalidité qui sont finalement assez faibles, hein, chez nous, ça démarre à 1, Mmh. on peut effectivement prétendre à des capitaux qui seront, encore une fois, bien déterminés en fonction des préjudices et des conséquences subies pour l'assuré, effectivement. OK. Pour vous donner un exemple, alors pour avoir fait la recherche à titre personnel, mon mari avait une garantie accident de la vie et j'ai regardé son contrat par rapport au mien et en fait, son contrat le couvrait à partir de 30 d'invalidité et le mien à partir de 2. Exactement, ouais. Et du coup, 30 c'est quand même, quelque chose de grave. 1 c'est moi ce qui m'est arrivé, je me suis, fait une fracture avec déplacement de la main et du coup la main elle est voilà, ça c'est fini. Elle sera toujours différente, elle aura toujours perdu de la mobilité et on arrive déjà à 0,5 d'incapacité avec ça, d'invalidité permanente. Alors si on se sectionne un muscle ou des choses comme ça, on peut monter assez vite en pourcentage. Absolument, tout à fait. Donc il faut regarder aussi, les petites lignes des assurances, hein. C'est pas que le tarif qui compte, c'est comme pour l'assurance voiture, il y a plein d'options et plein de choses à regarder. Absolument. Parfait, question suivante Rémi.
Ah, la mutuelle. Alors pareil, quand j'ai créé ma société, j'étais très embêtée. Je n'avais pas de mutuelle. Du coup, j'ai été couverte à prix d'or par celle de mon mari, qui me couvrait en extension. Et la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux avoir une mutuelle pour moi? Et puis même une question aussi que je me suis posée, que je te poserai après, c'est est-ce qu'on peut la passer sur notre comptabilité en charge? Mais on verra ça après. Oui, le sujet de la mutuelle est un point important. Autant la prévoyance, ça parle moins. Et encore une fois, quand on est salarié, quelque part, on ne regarde pas ces contrats de prévoyance ou de mutuelle parce que c'est automatique. On n'a Mais pas le dès choix. lors que vous êtes entrepreneur, dès lors que vous êtes en freelance, et c'est votre cas, eh bien, tôt ou tard, vous êtes obligé de vous confronter à ce questionnement. Et c'est la raison pour laquelle, en préparant cet échange, eh bien, on a jugé utile de parler d'abord des fondations de la maison. D'accord? Et donc la prévoyance, le sujet des accidents de la vie, la mutuelle, ce sont vraiment les fondations de la maison. Et la mutuelle, eh bien oui, effectivement, on peut avoir une mutuelle, là aussi, adaptée à ses besoins. Hein, encore une fois, quand moi je vous rencontre, eh bien, je m'intéresse d'abord à vous, d'abord à vos besoins, aux besoins de votre famille, de manière à ce qu'ensuite on puisse mettre en place des solutions qui soient vraiment sur mesure. On fait voilà, vraiment du sur mesure par opposition au prêt-à-porter. Et car au fond, bah, une mutuelle, ça a un coût et donc il faut aussi pouvoir faire la part des choses entre les dépenses que je peux supporter, celles que je ne peux pas supporter, et en même temps d'avoir une couverture, bah, qui réponde le plus possible à mes besoins, effectivement. Bah, typiquement, quand j'ai pris ma mutuelle, celle que j'avais dans mon entreprise avant couvrait très, très, très mal les lunettes Ouais, et couvrait quasiment pas l'opération des yeux. ouais. Et c'est effectivement un besoin que j'ai exprimé et contrairement à quand on est salarié, on nous impose une mutuelle et puis voilà, hein. Là, j'ai pu choisir une mutuelle qui allait couvrir beaucoup mieux, en tout cas, les lunettes et surtout potentiellement une opération des yeux. Voilà. C'est intéressant. J'ai une question aussi peut-être à reposer. Est-ce Oui. qu'on peut détailler un peu plus ce que c'est la prévoyance? Je dis ça parce que moi, quand je suis devenue solopreneur, heu, je ne connaissais pas bien, j'avoue, la différence entre, bah, l'invalidité, le décès, la ce que faisait la prévoyance, ce que faisait la mutuelle. On m'a parlé de ça au global, mais je ne savais pas réellement, en fait, ce que c'était, la prévoyance. Oui, tu as tout à fait raison, c'est un point important, parce qu'encore une fois, quand on désire créer son entreprise, en France particulièrement, ben, on sait qu'on a énormément de charges administratives. Donc c'est important voilà, de prendre les bonnes informations. Le sujet de la prévoyance, donc je résume toujours la prévoyance à 3 mots, hein, c'est, l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. D'accord? Donc l'arrêt de travail, qu'est-ce qui est assuré? Ben, au fond, ce sont des indemnités journalières, hein, Mmh. qui vont, bah, venir se substituer aux revenus qu'on ne perçoit plus. L'invalidité, donc il y a comme on le disait tout à l'heure, en parlant du contrat des accidents de la vie, hein, qui a un caractère permanent et là aussi où on va avoir, eh bien, ou bien des rentes et ou, du capital. Et puis après le décès évidemment est quelque chose qui est parlant. Et c'est vrai qu'on est, très souvent, quand je vois des personnes qui se montent, en voilà, en auto-entreprise, eh bien, il y a régulièrement une confusion entre la mutuelle et la prévoyance. La mutuelle, voilà, c'est les lunettes, les dents, la médecine douce, l'hospitalisation, et cetera. Mais donc ce sont 2 choses qui sont effectivement distinctes et complémentaires, évidemment. La mutuelle, c'est la chambre particulière à l'hôpital, Voilà, c'est les exactement. lunettes et cetera. J'ai un sujet justement de plus sur la prévoyance, c'était que moi, au début, je pensais que c'était que le décès. C'était si je décédais, c'était une rente, c'était un capital donné à mon conjoint, c'était une rente pour mes enfants et en fait, ça couvre, aussi comme tu le disais, les arrêts de travail. Je vous prends un exemple, encore une fois, hein, le même exemple que tout à l'heure, le fameux problème de ligament. Donc c'est un accident de travail. Pardon, c'est pas un accident de travail, c'est un problème qu'il a eu et la sécurité sociale, en fait, ne paye les indemnités journalières que très, très peu de temps, en réalité. Et quand on est salarié, on ne se rend pas compte que c'est la prévoyance de notre employeur qui prend le relais pour l'arrêt de travail s'il est long. Donc si vous avez, par exemple, les ligaments croisés, hein, pour info, c'est 6 mois d'arrêt de travail entre l'opération, la rééducation. Donc vous pouvez plus aller sur site client et très souvent, quand même, vous ne pouvez plus du tout travailler selon votre activité en tant que freelance et bah, sachez qu'au bout d'un mois, je crois, la sécurité Mmh. sociale ne paye plus, hein. Ouais. Donc vous avez 0 plus 0 égale la tête à Toto si vous n'avez pas de prévoyance. Point important, c'est vrai que dans le travail que je fais, quand je rencontre du coup quand je viens à votre rencontre, c'est vraiment de faire un point entre les actifs et les passifs. Et quand j'entends actifs, eh bien, ce sont vos garanties professionnelles qui sont liées
à votre régime auquel vous appartenez. D'accord? Donc certains, effectivement, vont appartenir au régime de la sécurité sociale, d'autres me diront, ben voilà, je suis architecte conseil, je dépends de la CIPAV, d'autres, la sécurité sociale des indépendants, etc. Et tous ces régimes n'ont pas le même niveau de couverture. D'accord? Et donc c'est pour ça que, encore une fois, le travail est vraiment très millimétré, très sur mesure. Là, on donne des propos qui sont assez généralistes, disons, mais il faut pouvoir ensuite eh bien, voilà, établir un bilan précis avec vous parce que la situation de la personne A ne sera pas la même que la situation de la personne B. Et ensuite, on va identifier quels sont vos besoins, d'accord? Effectivement, bah, les besoins d'une vie de famille, moi je prends mon cas, hein, voilà, j'ai 6 enfants, bah, ils ne seront pas forcément les mêmes qu'une personne qui sera célibataire. Et en fait, après, voilà, c'est la superposition des deux qui fait que, bah, par déduction, on va en déduire quelle est la solution dont on a besoin. Alors j'ai 2 questions. Peut-on optimiser le coût de notre mutuelle? Oui, on peut optimiser le coût de notre mutuelle. Alors après, encore une fois, il faut, et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait prêt à échanger, à venir vous rencontrer pour qu'on puisse regarder ensemble 2 choses, à la fois, la mutuelle que vous avez aujourd'hui et puis quels sont, encore une fois, vos besoins, hein. Et il faut qu'il y ait une véritable adéquation entre vos besoins, et puis ce que vous avez. Et donc après, c'est là que, parfois, on peut avoir des optimisations. J'ajoute, à ce propos que, ce que disait Anouk, c'est que parfois, effectivement, on peut passer en charge, hein, comme on dit, sa mutuelle et donc y trouver un avantage. La deuxième question que j'ai, c'est il me semble qu'il y a un délai de carence avant que la prévoyance verse les IJ. Oui, alors il peut y avoir un délai de carence à ne pas confondre avec un délai de franchise. Alors après, je veux pas être trop technique, et encore une fois, ce sera intéressant de vous expliquer de vive voix et en direct, tous ces éléments. Après, encore une fois, tout dépend de la façon dont le contrat est bâti, mais effectivement, on peut avoir ce type de sujet, effectivement. Alors je confirme effectivement pour avoir regardé, je crois que lui chez mon mari c'est 30 jours. Ouais. Donc il faut faire la demande le plus tôt possible, hein, pas faire comme il a fait parce qu'il est pas très administratif, hein. Donc il a perdu pas mal de temps parce qu'il a fait sa demande après un mois que l'accident lui soit arrivé et il avait un délai de carence de 1 mois. Donc il s'est pris le fameux délai et c'est pas des indemnités, c'est une sorte de capital qui lui a été versé. Mmh. Ça dépend encore une fois du contrat, mais il y a des délais qui peuvent être plus longs. Je pense évidemment que si on prend un délai plus long, la prévoyance coûtera moins cher. Si on veut un délai plus court, la prévoyance coûtera plus cher, mais encore une fois, ça dépend de votre besoin et il faut voir que ce capital, a été versé à la société et a permis de sauver encore une fois la société. La prévoyance, on voit ça aussi comme une protection pour soi, mais en réalité, ça va protéger aussi votre business. Si votre business est très dépendant, de votre capacité à réfléchir, quand vous avez une opération à cœur ouvert, croyez-moi, pendant 1 mois, vous pouvez pas beaucoup réfléchir. Voilà, là, juste pour compléter ce que tu dis, en fait, on est en train de de parler de 2 sujets au fond de la prévoyance. Il y a d'abord, et c'est pour ça que dans la prévoyance, il y a plusieurs étages comme dans une fusée, hein. Le 1er étage de la fusée, c'est la prévoyance personnelle, c'est-à-dire: «Je suis arrêté, qu'en est-il de, voilà, dans ma vie de famille, de mon train-train quotidien?» Et ce dont tu parles aussi, c'est le sujet de l'homme clé. Alors évidemment, quand vous êtes tout seul, vous êtes, a priori, l'homme clé de la structure. Et le contrat homme clé, à quoi sert-il? Eh bien, tout simplement à ce que l'entreprise, et encore une fois, la prévoyance repose sur vous qui êtes l'assuré, d'accord? Qui êtes l'homme clé de la structure. Le contrat prévoit que si jamais vous êtes arrêté, que, vous êtes invalide et cetera, eh bien, que vous puissiez toucher des indemnités qui visent à faire perdurer l'entreprise et qui vous permettront d'embaucher, Mmh. pendant, X temps, une personne de substitution qui va prendre les rênes de l'entreprise de manière à pérenniser votre activité. Je vais lancer, avant qu'on passe à la question suivante, un petit questionnaire là dans le chat. Est-ce que vous avez une prévoyance? Est-ce que vous êtes freelance aujourd'hui installé? Est-ce que vous avez pris une prévoyance? Est-ce que vous avez pensé à cette problématique? Est-ce que vous êtes couvert? Et garantie d'accident de la vie, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous êtes couvert également? Et nous, on va continuer pendant que Rémi collecte vos réponses. N'hésitez pas. Question suivante. Ah, alors autre sujet, c'est toi qui l'a proposé. On va parler crédit, assurance d'emprunt et crédit. Comment faire les bons choix? Voilà, j'ai voulu introduire ce sujet parce qu'on est dans un contexte, économique qui est compliqué avec un renchérissement des crédits. Donc là, on parle
Alors, généralement, c'est adossé à un emprunt immobilier, mais ça peut être aussi un emprunt que vous réalisez pour votre société. Là, je vous invite vraiment à réfléchir au sujet de la délégation. La délégation, c'est le fait que vous empruntez auprès d'un banquier, mais vous pouvez prendre l'assurance ailleurs. Et très souvent, quand vous le faites ailleurs, donc c'est-à-dire en délégation, eh bien, vous pouvez avoir, et là, c'est allez, au moins le double, voire le triple effet qui se coule, hein, mais à la fois un coût qui est bien inférieur, qui est parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois inférieur, des garanties qui sont bien meilleures et puis des garanties qui sont ensuite bien couvrantes. J'attire votre attention sur un point important à vous qui êtes chef d'entreprise, c'est qu'il faut distinguer ensuite 2 choses. Des emprunts qui sont, dits personnels, d'accord? J'acquiers ma résidence principale, je fais l'acquisition, d'un Pinel que voilà, c'est l'acquisition d'un bien personnel. Ça va rentrer dans le cas de la loi Lemoine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait suite à la loi Hamon puis Bourquin, hein, c'est-à-dire la possibilité de changer à tout instant d'assurance d'emprunt. Attention, warning, quand vous faites un emprunt professionnel, eh bien, la loi Lemoine ne s'applique pas. Et donc, il est important de choisir dès le début l'acteur de votre choix par rapport à dès le démarrage de l'assurance d'emprunt. C'est un point important parce que sinon, c'est de la pure négociation commerciale, mais c'est pas évident que les banques vous prêtent. Et dans cette question, donc simplement pour compléter le propos, hein, c'est que les taux d'emprunt aujourd'hui ont énormément augmenté et parfois, ça vient remettre en question vos projets immobiliers. L'objectif, c'est pas de vous décourager, c'est de dire simplement, c'est que si vous pouvez avoir adossé à votre emprunt une assurance qui est finalement assez peu onéreuse et qui vous couvre bien, eh ben, ça vous permettra parfois de faire passer vos dossiers et de pouvoir emprunter. Je prends un exemple encore, la première fois où j'ai regardé, alors quand je fais ma déclaration d'impôt, comment on peut déduire de son foncier quand on est au réel, l'assurance d'emprunt. Du Ouais. coup, j'ai regardé toutes mes assurances d'emprunt, combien je payais. Et en fait, à montant emprunté égal, j'en ai une pour laquelle je paye 150 € par an à peu près, 160 et des brouettes, et l'autre 800. Et en fait, et comme tu le disais, mais c'est même pas du x4, Mmh. donc je me suis bien fait avoir, hein, le jour où j'ai souscrit celle-là, j'ai bien compris. Mais c'est vrai que ça fait partie de plein de choses qu'on regarde pas, et en plus aujourd'hui avec le taux d'usure, le coût de l'assurance Absolument, d'emprunt, joue dedans, et en fait, on peut se retrouver à ne pas pouvoir emprunter parce que l'assurance de l'emprunt est trop élevée, et dans une absolument. autre banque, ou si on change d'assurance d'emprunt, on peut le faire. On c'est vraiment un bon point à soulever, et par contre, je savais pas qu'en tant que professionnel, il fallait que je la Si, choisisse dès c'est le un point départ et que je très, pouvais pas très changer. important, ouais. Oui, puisque la loi Lemoine ne s'applique pas et donc après, c'est au bon vouloir du banquier qui va accepter ou pas un changement et c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques, elles font quand même pas mal leur beurre sur, Mmh. sur ce sujet-là. On a des questions, Rémi? Alors du coup, pour la question de tout à l'heure, on a quelques réponses. On a David qui nous dit: «Oui, j'ai». On a Isabelle qui nous dit: «Oui, j'ai, prévoyance jusqu'à maintenant via mon employeur. Par le passé, j'ai l'expérience en TNS de quelque chose d'assez onéreux avec un délai de carence trop important». Ah, d'où la question tout à l'heure, Isabelle. Voilà, après je pense que par rapport à ça, et c'est aussi dans mon métier, hein, je passe mon temps à voir des chefs d'entreprise et qui ont déjà plein de contrats. Tout à l'heure, on évoquait aussi, tiens, est-ce que j'ai aussi un contrat d'accident de la vie? Je constate une chose, c'est que, la première des démarches, encore une fois, c'est de faire un peu le grand ménage de printemps et se dire: «J'ai quoi dans les tiroirs?» On a tous plein de contrats qu'on a souscrits à droite et à gauche. Je pense que c'est important de savoir, à quoi vous servent les contrats que vous avez. Et donc c'est pour ça que ça fait partie de mon métier. Pour vous, c'est quand même quelque chose d'assez, rébarbatif, d'embêtant. Dans le questionnement, dans la démarche que j'ai, eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une démarche extrêmement exhaustive, voilà, de tirer, tous les tiroirs de la commode pour déjà regarder quel est l'existant. Parce que très souvent, on s'aperçoit qu'il y a aussi des doublons. Effectivement, un foyer qui va avoir 2 contrats d'accident de la vie, Oui. un qui couvre à partir de 30, l'autre à partir de 2, eh ben, il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Hem, voilà. Heu, J'ai une remarque par rapport à ce que dit Isabelle sur, la prévoyance. Alors déjà, par rapport au coût onéreux, la première chose qu'il faut regarder, c'est combien ça coûte réellement sur ton bulletin de paie, Isabelle.
Je dis ça parce qu'un jour, j'ai réellement regardé combien ça coûtait à mon employeur et c'était extrêmement élevé. C'était pas un coût de 100 euros par mois. Mon employeur, je crois qu'il payait presque 170 euros par mois de prévoyance. Donc ensuite, quand je me suis retrouvée à chercher une prévoyance dans le libéral, bah, j'ai regardé ça. Et ce que j'ai vu justement avec Pierre, c'est qu'en fait, on peut aussi l'ajuster. C'est que le montant de cette prévoyance sera fonction du montant des garanties qu'on veut. Est-ce qu'on veut la rente éducation? Quel capital on veut? Si on veut 1 million d'euros ou si on veut 100 000 euros, c'est pas la même chose. Et qu'en fait, j'ai pu ajuster moi le coût par rapport à mon budget et à mon besoin réel. Absolument. Et on sous-estime le montant que paye réellement l'employeur dessus. Absolument. Un point aussi très important, voilà, tiens, le contrat de prévoyance me coûte cher, pas cher, etc. C'est pas complètement le sujet non plus. C'est-à-dire que ce qui est important, parce que si c'est cher, c'est vrai qu'une BMW coûte cher, mais ça coûte plus cher que ça vaut plus cher qu'une, je sais pas moi, qu'une Renault. Enfin, je suis pas un grand professionnel de l'automobile. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des solutions qui soient les plus ajustées possibles. Je prends régulièrement l'exemple de ma veste. Effectivement, si je commence à arriver avec ma veste en rendez-vous, avec les manches qui m'arrivent au bout des doigts, ben quelque part, ce n'est pas ajusté. Et ce qui est important, c'est d'ajuster en permanence, enfin en permanence, pas tous les 3 jours, mais à minima, je dirais 1 fois par an, de faire un point, et c'est vraiment aussi à mon initiative, à la vôtre, de prendre l'initiative de se voir et de faire un point sur les contrats. J'ai un exemple extrêmement simple, hier, d'un client bordelais qui m'appelle et qui me dit: «Pierre, j'aimerais qu'on prenne un moment, ma situation personnelle a changé. Il y a 1 an, j'étais célibataire, aujourd'hui, je suis pacsé avec 3 enfants». Je lui dis: «Dis donc, comment avez-vous fait?» Bon, sauf que voilà, il a eu un enfant avec la personne avec laquelle il s'est pacsé. Cette personne avait même 2 enfants. Que se passe-t-il? Ben voilà, incidence fiscale, incidence civile aussi. Est-ce que vous avez fait un Pacs avec testament? Tiens, vous aviez des contrats de prévoyance. Quelle est la conséquence sur les clauses bénéficiaires? Hein, ça, j'en parlerai aussi. Voilà. Et en tout cas, de pouvoir revoir les choses. Avant, vous étiez célibataire, désormais, ben, voilà, il y a 3 enfants dans le foyer. Si vous mourrez, qu'est-ce qui se passe pour votre partenaire de Pacs et puis pour les enfants? Et voyez, donc à chaque situation, à chaque changement d'état de vie, à chaque, voilà, quand vous faites des levées de fonds, quand vous augmentez votre rémunération, eh bien, il est important de revoir vos contrats de manière à ce que tout simplement les choses soient les plus ajustées. En face, ça répond à un tarif, bien sûr, cher, pas cher, mais en tout cas, c'est cher par rapport à quelque chose et c'est ça qui est important. Alors j'ai une question. Est-ce que j'ai droit aux mêmes protections si je suis en auto-entreprise ou en SASU? Alors, il faut regarder le sujet. Vous pouvez être en auto-entreprise sans relever de la sécurité sociale. Hein. Tout à l'heure, pardon, j'évoquais voilà, vous pouvez très bien être, je sais pas moi, ingénieur conseil et relever de la CIPAV. D'accord? Donc là, pour le coup, vous n'aurez pas du tout les mêmes garanties. Puisque votre régime de rattachement, disons, sera d'un côté la CIPAV, dans l'autre la sécurité sociale. Donc là, on est en train de dire que vos actifs professionnels ne sont pas les mêmes. Vos besoins peuvent être les mêmes, mais du coup, les solutions, elles, ne seront pas les mêmes puisque les régimes auxquels vous êtes rattachés pardon, ne sont pas identiques. Par contre, est-ce qu'on peut prendre une prévoyance si on est auto-entrepreneur? Est-ce qu'on peut prendre une prévoyance si on est président de SASU? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, si on est un peu plus technique, c'est que si vous êtes président de SS et que vous prenez une rémunération, donc j'entends un salaire, vous pouvez à ce moment-là prétendre à un contrat dit collectif. Là où un président de SAS qui se constitue, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, parce que bah, voilà, vous avez, c'est le cas que je reprenais tout à l'heure, hein, voilà, vous avez quitté Airbus, vous percevez Pôle emploi, vous montez votre SAS, votre SASU, vous n'êtes pas forcément, si vous n'avez pas de rémunération, vous n'êtes pas forcément éligible à un contrat collectif. Mais ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas pour demain parce que bah, peut-être que dans 1 an, ou en tout cas quand échoueront les indemnités de Pôle emploi, à ce moment-là, vous allez prendre de la rémunération sous forme de dividendes, sous forme de salaire. Et là, à ce moment-là, il faudra à ce moment-là se revoir pour ajuster et adapter vos contrats. En fait, des solutions existent, mais elles ne sont pas les mêmes. Mais par contre, les solutions, on peut les trouver. Voilà, ce qui est important dans tout ce qu'on se dit, c'est que là, on reste dans un cadre général. Après, on a tous des besoins et des actifs et des garanties qui sont différentes. Donc, on est en train de dire que on ne fait pas du prêt-à-porter,
et on n'a pas tous les mêmes solutions au même coût, etc. Et que, eh bien, il faut vous écouter quels sont vos besoins et répondre en faisant du sur-mesure. Slide suivante. Merci. Ah, la retraite. Allez, les manifs, les bus qui circulent pas, tout ça, c'est lié à la retraite. Bon, bah, quand on a 6 enfants, toi, vous allez contribuer, hein, la famille va contribuer à la retraite. Largement. Est-ce que ces enfants-là auront leur retraite? Est-ce que l'on peut, quand on est salarié, bah, on cotise à la retraite régime général. Si on est salarié cadre, on a en plus les Agirc Arrco, etc. On a les retraites cadres. Mais si on est travailleur non salarié, selon son statut, est-ce qu'on peut préparer sa retraite? Est-ce qu'on peut savoir combien on aura pour vivre pour sa retraite? Alors la réponse est oui. On passe dans une autre catégorie de sujets. On vient de quitter le domaine de la prévoyance de la mutuelle, donc c'est-à-dire de ce que j'appelle le risque immédiat. Je parle volontairement en rendez-vous de la retraite comme un risque. Lequel? Tout simplement celui de se retrouver à la retraite, d'accord, dans 20, dans 30, dans 40 ans, sans avoir les revenus qu'on aurait souhaité avoir. Ça peut vous paraître rébarbatif de préparer votre retraite parce que vous avez 30 ans, 35 ans ou 25 ans, et que la retraite, c'est dans longtemps. Pour autant, eh bien, la retraite, ce seront les vacances tous les jours. Et donc, c'est important de préparer cette étape de la vie parce que vous aurez des projets de vie. Une fois que les fondations de la maison sont bien verrouillées, d'accord, on passe justement dans ces sujets. Sur le sujet de la retraite, il y a 1001 façons de préparer sa retraite. Et encore une fois, je pense qu'une bonne solution patrimoniale, eh bien, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je vous encourage vivement, effectivement, à déjà faire l'acquisition de votre résidence principale. C'est la première pierre à l'édifice. Vous vous appuyez ensuite sur la retraite de régime général. Oui, effectivement, les générations d'aujourd'hui, les jeunes personnes qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, combien auront-elles à la retraite? On peut faire des simulations sur le site info-retraite.fr. C'est tout à fait intéressant. Ça vous donne voilà, des perspectives. Mais le point effectivement très important, c'est, si vous pouvez le faire, de préparer aussi votre retraite. Et après, donc, voilà, comme je disais, il y a plein de façons de le faire. Et je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir combiner diverses solutions. Mais là aussi, encore une fois, on revient toujours à vous. Hein. Certains vont dire, ben voilà, moi je préfère l'immobilier, moi je préfère des outils de retraite par capitalisation, moi je préfère je sais pas moi, de la pierre papier, des SCPI, et voilà, ou des dispositifs d'épargne retraite salariale. Tout est possible. Par contre, c'est vrai que c'est important de préparer cette étape de la vie. C'est important d'être conscient parce que je connais des freelances qui ont 58 ans, par exemple, qui ont une problématique d'un peu tirer jusqu'à la retraite en réalité Ouais. et travailler pour pouvoir toucher la retraite, mais ils ont fait quand même en parallèle leur simulation Ouais. et ils se sont rendus compte qu'ils allaient toucher, même une retraite à taux plein, la moitié du salaire qu'ils avaient avant en tant que salariés. Et donc, en fait, la baisse était assez élevée. Alors, eux, bah, leur idée, c'était de faire du freelancing et de mettre du beurre dans les épinards. Par contre, j'ai aussi le cas d'un autre freelance il n'y a pas longtemps qui voulait un peu défiscaliser, qui voulait un peu réduire ses impôts. Et je sais que moi, je lui ai dit, je te l'ai envoyé d'ailleurs pour aller parler PER. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, le PER, donc comme son nom l'indique, ça pas d'ailleurs, veut dire le plan d'épargne retraite. D'accord? C'est le nouveau PERP, disons. C'est un outil de retraite par capitalisation. Le principe est très simple, c'est que vous versez et tout ce que vous allez verser, eh bien, viendra diminuer votre pression fiscale à la hauteur de votre tranche marginale. Alors après, ce sont des termes un peu barbares qu'il sera bon de vous expliquer, mais en tout cas, c'est un outil qui vous permet de vous créer des compléments de revenus à la retraite que vous pourrez sortir sous forme de rente ou de capital. Et voilà, tout ce que vous pouvez verser viendra diminuer votre pression fiscale. J'insiste aussi d'ailleurs sur 2 points, hein, sur le fait que pour des personnes qui sont pacsées, qui sont concubins, etc., eh bien, vous le savez, la retraite, il n'y a pas de réversion de retraite, qui est aujourd'hui l'apanage des personnes qui sont mariées. Dans le cas des PER, eh bien, vous avez cet outil qui vous permet de protéger vos proches, hein, quel que soit le lien civil que vous avez. Et puis, tu parlais effectivement de ces personnes qui sont dans un âge plus avancé, qui ont 55 ans, 58 ans. Là, on ne va pas faire des miracles, d'accord? Parce que la période de constitution n'est pas extrêmement longue. En revanche,
c'est un outil qui leur permet de diminuer leur pression fiscale. Et puis, parce qu'on le sait aussi, c'est que dans ces âges plus avancés, si jamais il y a perte d'emploi, eh bien, c'est un cas de déblocage anticipé sans fiscalité. Vous voyez? Et donc, c'est une belle assurance Pôle emploi, si j'ose dire, parce que vous aurez diminué votre pression fiscale en entrée et vous ne payez pas non plus de fiscalité en sortie. C'est intéressant. C'est intéressant, ma foi. C'est intéressant. En tout cas, il faut s'en préoccuper le plus tôt possible. Absolument. Et après, aujourd'hui, il y a quand même des outils vraiment intéressants qui ont été mis en place, là, notamment le PER, pour vous donner, faire un petit calcul. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, ce qui est le cas d'un freelance qui va gagner 10 000 € par mois, à peu près, le fameux SMIC LinkedIn, là, dont on entend tout le temps parler. Si vous mettez 100 € de côté tous les mois sur un PER, ça fait 1 200. 1 200 multiplié 30%, ça fait 400 € que vous déduisez de vos impôts. Voilà, c'est ça le calcul. Et après, bon, je vous laisse calculer. Plus vous en mettez, plus il y en a. Voilà, c'est toujours ça de gagner, comme on dit. Absolument. Même parler d'une tranche marginale à 41. Hein. Dans son cas, s'il gagne 10 000 € par mois. Et il y a même le 45. Exactement. Mais voilà, en tout cas, on est en train de déballer pas mal de choses, d'éléments qui sont techniques. Je pense que ce qui est important, c'est de lever un certain nombre de sujets et de vous dire que vous avez à portée de main tout un tas de solutions que vous me connaissez peut-être, mais c'est pas grave. Et après, chacun son métier. L'objectif, c'est que vous puissiez exercer, car c'est ça finalement le sens de notre échange, c'est que vous puissiez exercer votre métier en toute tranquillité, d'accord? Et qu'après, vous vous appuyez sur un bon expert comptable, que je ne suis pas, que vous appuyez sur un bon notaire, sur un bon avocat, après un bon agent d'assurance. Chacun a son poste. Et je n'ai pas, moi, personnellement, la prétention de tout savoir sur tout. En revanche, j'ai une expertise sur un certain nombre de métiers. Et l'objectif, c'est déjà de vous amener à portée de main tout un tas de solutions que vous ne connaissez peut-être pas et de partir ensuite de vos besoins, car on part d'abord de vous, on s'intéresse évidemment à vous pour faire cheminer ensuite les solutions qui vous vont bien. Et tout le monde n'aura pas les mêmes solutions. Oui, c'est ce qu'on dit souvent aussi par rapport au statut. Le statut du voisin n'est pas forcément le bon pour moi. Voilà. On parlait des impôts, je crois qu'on avait une autre question, Amy, justement un peu plus dans le dur sur le sujet. Impôts, oui, chaque année un peu plus. Oui, si on gagne plus, c'est un peu plus. Je connais la plupart les dispositifs immobiliers, les CELI, les Pinel. Alors j'ai cru comprendre en plus que ça allait disparaître, les Pinel. Quid du reste? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent de diminuer, comme tu disais, la pression fiscale? Oui, alors il y a déjà dans les dispositifs immobiliers, il y a des choses qui sont moins connues. Je pense au Malraux, je pense à des programmes de déficit foncier, je pense et c'est le must, aux monuments historiques, où là, on va venir diminuer votre pression fiscale par le haut, puisque c'est de la déduction de revenus imposables. Et c'est vrai qu'il faut regarder aussi, moi je vous invite à bien regarder la rentabilité réelle de tous vos placements immobiliers, puisqu'après, vous savez qu'ils sont soumis aussi aux prélèvements sociaux à 17,2. Donc, il faut regarder ça. Et puis, voilà, après, il y a d'autres outils. On vient de parler effectivement du PER, qui n'est pas forcément connu, de la retraite Madelin, vous voyez, pour des personnes qui seraient TNS. Voilà. Et c'est en fait la combinaison de tout ça qui fait que, comme je le dis souvent en rendez-vous, et j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs à la personne que tu m'as fait rencontrer la semaine dernière, n'ayez pas peur de bien gagner votre vie. N'ayez pas peur de payer des impôts. Et c'est plutôt signe de bonne santé financière et tant mieux. Et vous êtes des chefs d'entreprise et vous prenez des risques au quotidien et bravo. Et vous êtes rémunérés pour ça. Et donc, c'est une très bonne chose. Après, vous payez des impôts, n'ayez pas peur d'en payer. Et puis, contactez-moi pour regarder comment est-ce qu'on peut diminuer efficacement votre pression fiscale. Ça marche. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Je crois qu'on en a une dernière. Ah, c'est la partie collective. Là, la question, c'était prévoyance mutuelle, épargne salariale. Donc, on a ce qu'on a quand on est salarié, mais quand on est chef d'entreprise, quand on est solopreneur, est-ce qu'on peut avoir des solutions collectives? Par exemple, je connais un freelance qui a un salarié, qui a une SAS et qui a salarié sa propre femme. Alors là, on est dans la plus belle configuration. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement donc la personne morale, d'accord? Donc dans le cas de la SAS qui emploie monsieur et madame, mais en même temps sur le plan civil, voilà, ces deux personnes sont liées aussi entre elles. Là effectivement,
le sujet de l'épargne salariale est juste quelque chose de magnifique. Il va être d'ailleurs rendu obligatoire, hein, il faut le savoir, à partir de l'année prochaine pour des structures qui dépassent les 11 salariés ou les 12 salariés. L'épargne salariale, pour prendre ce cas-là, hein, donc les fameux PE et PERCO que vous avez sûrement eu aussi dans des entreprises passées, eh bien, sont des dispositifs qui sont tout à fait intéressants quand vous avez votre casquette de chef d'entreprise parce que vous allez avoir un impact et fiscal et social aussi bien pour l'entreprise que pour la personne bénéficiaire, c'est-à-dire toutes les personnes de l'entreprise. Point très important, c'est que l'épargne salariale, il faut à minima être deux. Tu posais la... salarié. Voilà, exactement. Donc, on peut être président de SAS et puis avoir un salarié. On peut être aussi en mode de gérance de société, hein, donc en travailleur non salarié, et avoir un salarié, ça marche aussi. Quand on est tout seul, quelque chose qui est moins connu, hein, c'est voilà, je suis président de ma SASU, eh bien, je peux mettre en place le fameux article 83. L'article 83 désormais a été transféré par le PERO, hein, donc le plan d'épargne retraite obligatoire. Là, je suis seul, eh bien, j'ai la possibilité de profiter de ce dispositif qui est un dispositif à versement obligatoire. Je ne peux pas excéder 5% de ma rémunération brute, mais je bénéficie là aussi d'un cadre fiscal et social très avantageux. Et c'est l'entreprise qui passe en charge tout ça. Et c'est l'entreprise qui me crée ma propre retraite. Et je pense que c'est là aussi une très belle solution pour transférer un patrimoine professionnel vers un patrimoine personnel. Voilà. Et tout le temps, après aussi, quand vous emploierez des personnes, mais ce sont aussi de beaux outils de fidélisation et de recrutement. Hein, quand on parle des solutions collectives, il y a des dispositifs qui sont obligatoires. Oui, effectivement, je suis chef d'entreprise, je salarie quelqu'un, eh bien, j'ai l'obligation de lui proposer une mutuelle et ou aussi une prévoyance en fonction de votre convention collective. D'accord ? Donc ça, ce sont les minimums requis. Et puis, dès lors que j'accumule un peu de trésorerie, que ben voilà, la société s'étoffe, eh bien, je peux penser à des solutions d'épargne salariale, d'article 83, et voilà, il en existe plusieurs, et qui sont des outils extrêmement intéressants, et tous qui sont très complémentaires les uns et les autres. Okay. Plein de choses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'article 83. Merci beaucoup. Ben voilà. On arrive au bout, je crois qu'on a une dernière question, Rémi. Oui, alors on a parlé effectivement, un solopreneur, il peut être associé en SAS, il peut être tout seul en SASU, il peut être en URL, en SARL, il peut être en micro-entreprise, mais il y a aussi d'autres statuts qui existent, entrepreneur individuel qui n'est pas sous le régime de la micro, etc., etc. Est-ce qu'il y a des solutions, tu le disais un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des solutions de prévoyance, de mutuelle, de protection sociale pour chacun de ces statuts, ou est-ce qu'il y a des statuts qui sont oubliés ? Non, alors aucun statut n'est oublié, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et encore une fois, donc voilà, quel que soit le statut que vous ayez, vous pouvez tout à fait mettre en place une mutuelle, une prévoyance, des outils de retraite, etc., etc. Simplement, c'est que ce ne seront pas nécessairement les mêmes, d'accord ? Le gérant de URL n'aura pas, il va plus être dans des solutions dites Madelin, là où le président de SAS ou de SASU, pardon, ne sera pas éligible. Donc, à chacun et c'est pour ça que là aussi, il y a une vraie réflexion à mener de concert avec votre expert comptable et aussi, pourquoi pas, moi-même, sur quel est le statut d'entreprise que je vais choisir et dans lequel je vais pouvoir optimiser ma rémunération. D'accord ? Il est vrai qu'à rémunération équivalente, eh bien, assez souvent, on constate que la rémunération d'un gérant va coûter moins cher que la rémunération d'un président de SAS. Pour autant, il peut y avoir après un certain nombre de considérations et parfois il est plus aisé. Puis après, c'est que les gens originellement voulaient plus relever du RSI, de l'ex-RSI, étaient un peu fâchés avec ça, donc se sont dit, bah, tiens, je vais me mettre en SAS. Après, il y a des considérations de dividendes. Donc là, on est en train de dire que il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de schéma tout fait. Encore une fois, on passe, et c'est le sens de mon métier, c'est de prendre du temps avec vous pour m'intéresser
à tout ce que vous avez à me raconter et que vous ayez au fond un choix de structure et puis derrière des solutions qui répondent rigoureusement à vos besoins. Voilà, tout simplement. Parfait, on arrive au bout de ce webinaire. Rémi, on va passer sur la dernière slide. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu. J'espère qu'on vous a Merci en tout cas beaucoup. éclairé. J'espère que vous avez découvert des nouveaux mécanismes et des nouvelles protections et assurances qui peuvent vous accompagner. En tout cas, c'est la conclusion, hein. C'était, comme tu disais, entourez-vous bien, entourez-vous d'experts. N'écoutez pas le statut du voisin, la protection du voisin n'est pas la bonne pour vous. Creusez la situation en tant que chef d'entreprise que vous êtes. Et la semaine prochaine, nous avons un webinaire avec des freelances qui vont venir témoigner. On va parler sous, on va continuer de parler sous. On va parler optimisation fiscale, on va parler investissement, mais on va aussi leur demander s'ils ont une prévoyance, s'ils ont une mutuelle, etc. Et si un jour vous êtes freelance et que vous voulez participer à ces webinaires-là, n'hésitez pas à nous faire coucou. On a différents thèmes, différents sujets. Notamment, on en a sur l'installation freelance. Vous pouvez nous raconter votre histoire, vos erreurs, les choix que vous avez faits. Et ce sera un plaisir de vous y accueillir. Rémi va vous envoyer tout à l'heure le lien du replay et on va également le mettre sur LinkedIn. Vous avez notre chaîne YouTube, la réseau.tech, et vous avez plein d'autres webinaires sur l'installation freelance et sur l'optimisation. Et pour terminer ici, vous avez les coordonnées de Pierre si vous souhaitez le contacter. Vous avez le QR code de réseau.tech pour nous rencontrer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez ses coordonnées. N'hésitez pas à les lui poser. Un rendez-vous, c'est gratuit, hein, je crois. Absolument, tout à fait. Et Voilà. je me déplace. Et la participation à nos webinaires, Voilà. elle est également entièrement gratuite. Le but, c'est de partager. Je vous dis à très bientôt. Merci Anouk. Au revoir. Merci Rémi, à bientôt.